Amiral, nous poursuivons donc nos auditions de la matinée. Aujourd'hui, nous recevons l'amiral deuxième section Christophe Prazuc, directeur de l'Institut des océans de l'Alliance Sorbonne Université et ancien chef d'état-major de la marine. Et donc, vous connaissez bien notre commission pour y avoir été auditionné plus d'une fois. Nous sommes dans le cadre de nos travaux consacrés à l'espace maritime et aux enjeux de défense. Amiral, après 42 années dans la marine nationale, où nos carrières se sont croisées pendant 2 années, lorsque vous étiez amiral des commandos marines et que j'étais major infirmier au commando Trépel. Et donc vous êtes aussi, depuis octobre 2020, à la tête des instituts que j'ai évoqués tout à l'heure, dont l'objectif est de favoriser des projets océaniques interdisciplinaires et de dégager une vision globale sur les problématiques maritimes, climatologie, biologie marine, physique, géographie et encore géopolitique. Donc vous êtes vraiment l'homme qu'il nous fallait pour cette audition ce matin. Votre double regard à la fois sur les enjeux de biodiversité marine au sens large et sur les enjeux de défense et les espaces maritimes nous seront donc particulièrement utiles. Les problématiques que j'évoquais s'ajoutent à la dégradation du contexte géostratégique et à la montée des conflictualités en mer qui est aujourd'hui de plus en plus manifeste. La remise en cause du droit international de la mer, les stratégies de déni d'accès, les trafics de stupéfiants, la pêche illicite, les sabotages de pipelines ou de câbles sous-marins, ou encore les attaques de drones en sont quelques exemples, et on les a déjà évoqués lors des différentes auditions. La France, forte de son deuxième domaine maritime mondial et en tant que puissance maritime assumée, est particulièrement concernée par tous ces enjeux. Dans ce contexte, pour défendre nos intérêts et nos ressortissants, nous pouvons compter d'ailleurs sur notre marine nationale qui opère 365 jours par an, 24 heures sur 24, sur toutes les mers du monde. Acteur engagé en mer, notre marine nationale est également une sentinelle des changements du milieu marin, y compris environnementaux. Ce milieu marin, la marine nationale le connaît bien et le protège, notamment dans le cadre de l'action de l'État en mer, à travers la lutte contre la pêche illicite, la protection des aires marines protégées ou encore la lutte contre la pollution. Amiral, sans plus tarder, autour de tous ces enjeux, je vous laisse la parole pour un propos liminaire et suivront des questions des différents parlementaires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. J'ai quitté la marine il y a 5 ans. J'ai quitté la fonction exigeante et passionnante de chef d'état-major de la marine. Et depuis, je dirige l'Institut de l'océan, et pas des océans, parce qu'il n'y a qu'un seul océan, Monsieur le Président, de l'Alliance Sorbonne Université. Un lieu de convergence de 1500 chercheurs, ingénieurs, techniciens, dans 30 laboratoires, 5 stations marines. Donc Sorbonne Université, ce n'est pas qu'à Paris, c'est en Bretagne, c'est en Occitanie, dans la région PACA. 5 stations marines, des étudiants brillants et engagés. Sorbonne Université est classée depuis plusieurs années dans le top 10 des universités marines dans le monde et la première européenne. Alors j'ai beaucoup appris pendant ces 5 années, notamment dans les disciplines que le métier de marin aborde peu, la climatologie, la géologie, l'écologie, la biologie marine. Et cette double expérience m'amène aujourd'hui à porter un regard enrichi sur l'océan et sur les problématiques maritimes. À l'Institut de l'océan, j'ai touché du doigt une réalité scientifique qui jusque-là était assez abstraite pour moi. Cette réalité, c'est celle de la transformation de l'océan. Il se transforme à petite vitesse, mais il se transforme de manière indubitable, irréversible et pour des décennies. Il se transforme partout, des côtes bretonnes jusqu'à l'océan austral, et il se transforme pour des siècles. L'océan change, ses caractéristiques physiques, chimiques, écosystémiques changent, et ces changements auront un impact sur les missions et les moyens de la marine. Par ailleurs, ces changements de l'océan appellent une évolution de la gouvernance de l'océan, une évolution juridique qui pourrait également influer sur les grands principes de l'action maritime. L'océan n'est pas seulement un espace naturel et un enjeu environnemental, il est aussi un espace politique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, économique, géostratégique, structurant
dont l'évolution aura des conséquences profondes sur notre sécurité. En termes d'impact sur les marines et l'activité maritime, j'illustrerai mon propos en 5 tableaux. Mon premier tableau, les ressources halieutiques. L'océan régule le climat, il absorbe un peu plus de 25% du gaz carbonique que nous émettons, 90% de l'excès de chaleur dû à l'effet de serre, mais cette fonction de tampon, elle a un coût. Le réchauffement des océans, l'acidification de l'eau de mer, la désoxygénation de certaines zones, ces évolutions physiques, chimiques, elles sont bien identifiées et la recherche aujourd'hui tente de comprendre quels sont les organismes marins qui s'adapteront à ces évolutions, quels sont ceux qui migreront, quels sont ceux qui disparaîtront et ceux qui se multiplieront. Est-ce que cela concernera quelques individus moins adaptés, une espèce entière? Est-ce que cela aura une influence sur l'ensemble de l'écosystème dans lequel évolue cette espèce? Lorsque ces organismes marins jouent un rôle clé dans la pêche ou dans l'aquaculture, soit qu'on les exploite directement, soit qu'ils conditionnent l'abondance ou la bonne santé d'espèces pêchées, cette transformation aura un impact économique, social ou de santé. Par exemple, en ce moment, les flambées de ciguatera dans les territoires du Pacifique. Cette transformation laisse augurer des tensions autour d'une ressource halieutique qui changera probablement de taille, de ses aires d'abondance, de ses migrations. Dans les régions où la ressource halieutique est la base de la sécurité alimentaire, les déséquilibres halieutiques auront des conséquences sociales, puis politiques. À cet impact climatique sur la ressource halieutique s'en ajoute un autre qui est lié à la biodiversité marine. Le sujet d'un traité international discuté en ce moment à Nice qui s'appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. On ne peut pas résumer la biodiversité à quelques espèces phares mises en avant dans les campagnes de sensibilisation. La biodiversité, ça n'est pas non plus seulement la liste de toutes les espèces présentes sur la Terre ou dans les océans. C'est également toutes les interactions entre ces espèces. On pourrait représenter ça comme un Mikado géant. Et comme dans le Mikado, le mouvement d'une baguette déplacée imprudemment peut modifier les équilibres d'un grand nombre d'autres baguettes, voire de tout le jeu. Les chercheurs commencent seulement à décrypter ces interactions, notamment avec les micro-organismes les plus petits, mais les plus abondants, 80% de la biomasse de l'océan, à la base de toute la chaîne alimentaire. Une pression intense sur une pièce d'un écosystème peut le faire basculer brutalement dans un nouvel état. Même si tous les mécanismes ne sont pas encore mis à jour, des exemples abondent, avec la morue sur les bancs de Terre-Neuve, les eaux jadis très poissonneuses de la Namibie dominées depuis les années 60 par les gobies et les méduses, ou les efflorescences d'algues toxiques en mer de Chine orientale. Plus de 3 milliards de personnes dépendent directement des ressources halieutiques pour leur alimentation. Un effondrement des écosystèmes marins ne serait pas seulement une perte écologique, ce serait une crise de sécurité alimentaire mondiale, avec des conséquences sociales, migratoires et sécuritaires. Pour la France, cela signifie investir dans la surveillance, la recherche halieutique, la coopération technique, en particulier en Afrique de l'Ouest et dans le bassin Indo-Pacifique. C'est un levier de diplomatie bleue, de la pêche à la surveillance satellitaire, à la formation des principes de l'action de l'État en mer, la planification spatiale et la régulation concertée des captures. Mon deuxième tableau concerne les technologies duales. Les technologies duales pour protéger la haute mer comme pour l'exploiter. Plusieurs évolutions récentes annoncent une recrudescence des activités maritimes au grand large, tant pour la préservation de l'océan que pour son exploitation. Avec le traité BBNJ, dit traité de la haute mer, l'ambition est de protéger la biodiversité de la haute mer hors des zones économiques exclusives. Par exemple, avec l'instauration d'aires marines protégées dans l'espace maritime international. La question se pose du contrôle de ces futures aires très éloignées des côtes. Seuls des moyens satellites et de l'intelligence artificielle seront à même de détecter des signaux anormaux, permettant de diriger des moyens d'intervention. D'ailleurs, on peut se poser la question de qui seront ces moyens d'intervention? À quel pays appartiendront-ils? Avec quel droit? Voilà, ces techniques de surveillance, on pourrait dire qu'ils vont rendre la mer plate, compliqueront la capacité des flottes à rester discrètes, hors vue de terre, puisque l'objectif, ce sera de savoir ce qui se passe à 2000 à 3000 km au large.
au milieu de la mer d'Arabie, au large de Madagascar. Dans le domaine de l'exploitation, donc ça c'était la protection, mais dans le domaine de l'exploitation, quelques entreprises, comme la fameuse Metal Company et certains États, développent un appétit minier pour les grands fonds marins. Notre pays s'y oppose, à juste titre. L'autorité internationale des fonds marins est pressée de définir un code minier pour permettre le début de l'exploitation des grands fonds. Mais à supposer qu'un tel code soit adopté, qui en surveillera l'application et le respect par 2000 à 6000 mètres de fond? Qui disposera des outils indépendants de surveillance, d'inspection, de constatation? Au moment où notre pays déploie une stratégie de maîtrise des fonds marins, ces perspectives économiques et technologiques auront également des effets du haut. Mon troisième tableau, c'est la montée du niveau des mers et la recomposition du littoral. D'ici 2050, 1 milliard d'êtres humains vivront dans des zones côtières basses. Certaines villes, y compris en France, devront adapter ou relocaliser leurs infrastructures. Ports, routes, bases navales, réseaux d'eau, d'électricité seront à renouveler. Ce chantier est gigantesque, il exige des compétences d'ingénierie, de génie civil, de travaux maritimes. Et c'est également un facteur de déplacement des populations et donc de tension géopolitique. Parce que cette élévation du niveau de la mer ne sera pas uniforme à la surface du globe. La Bretagne verra le niveau de la mer monter de 50 cm à 1 mètre, selon les derniers rapports du GIEC, d'ici la fin du siècle. Quand la Finlande verra baisser le niveau de la mer de 1 mètre. L'Université technique de Ho Chi Minh Ville estime qu'en 2100, 85% du delta du Mékong, avec ses 17 millions d'habitants, pourrait être sous les eaux. Jakarta, 11 millions d'habitants, 30 millions dans l'agglomération, verrait le niveau de la mer s'élever de 3,80 m en 2100. Ce qui a conduit le gouvernement indonésien à déplacer la capitale de 2000 km sur Bornéo. Je retiens 3 traits marquants pour ce qui concerne la marine sur cette élévation du niveau de la mer. 1. L'élévation du niveau de la mer impose de penser la viabilité des infrastructures portuaires à très long terme. 2. Cette évolution ne sera pas uniforme. Il y aura des gradients d'impact, des zones très impactées, des zones moins impactées. Les zones très impactées dans leur urbanisme, leur agriculture, à proximité de zones plus préservées ou moins touchées. Ces gradients d'impact se traduiront par des tensions économiques et politiques dans les zones côtières. 3e point, de nouvelles questions vont apparaître. Les ZEE seront-elles redessinées en fonction de l'évolution du trait de côte, notamment dans les zones deltaïques? Un État englouti sous les eaux conservera-t-il une souveraineté économique sur une ZEE centrée sur une terre qui n'existe plus? Mon 4e tableau, ce sont les catastrophes naturelles. La chaleur stockée dans les océans alimente des phénomènes extrêmes, cyclones, tempêtes locales avec des pluies diluviennes. Ces catastrophes touchent d'abord les zones tropicales, nos outre-mer, mais aussi nos côtes méditerranéennes, dans la vallée de la Roya ou à la Valence en Espagne. Les immenses ravages causés par ces phénomènes nécessitent toujours des réponses interministérielles et de long terme, dans lesquelles la flotte de commerce stratégique pourrait jouer un rôle outre-mer. Mais dans l'urgence, pour la réaction immédiate, la voie maritime est très souvent la seule possible, car les infrastructures aéroportuaires sont hors d'état de fonctionner. L'entrée en premier dans une zone côtière touchée par un événement extrême se fera d'abord par voie de mer. Pour la marine, disposer de moyens d'intervention immédiate dans nos outre-mer au profit des populations françaises et de nos voisins est une nécessité. Les entraîner dans un cadre interarmé, interministériel, international est une sage précaution. Et j'ai noté que la marine avait lancé ce type d'exercice avec les marines riveraines de l'océan Indien et en partenariat avec la marine indienne. Mon 5e tableau, c'est la recomposition de l'espace océanique. Après avoir été dominé sans partage par les marines occidentales depuis la fin de la guerre froide, l'océan est redevenu un espace de compétition entre les puissances. La Chine construit une marine de haute mer de rang mondial, la Russie relance ses savoir-faire, la Turquie, l'Égypte, le Brésil bâtissent des marines puissantes. Des tensions s'exacerbent en Méditerranée orientale, dans le golfe de Guinée, en mer de Chine. Les câbles sous-marins, comme vous le disiez, Monsieur le Président, deviennent des cibles. Certaines de ces ambitions, donc en mer de Chine, en Méditerranée orientale, sur les grands fonds, remettent en cause le droit de la mer adopté en 1982 à Montego Bay. Mais parallèlement, un autre mouvement pousse vers une régulation accrue de l'océan, vers plus de droits, plus de limites, moins de liberté. Le droit de la mer, fondé à Montego Bay, a été conçu dans un monde
où on pensait l'océan infini, inaltérable, inépuisable, où la liberté de navigation semblait le grand enjeu structurant. Ce cycle est clos. L'océan est devenu un espace fini, vulnérable, disputé. Dans ce nouveau cycle, la liberté de navigation demeure cruciale, mais elle ne peut plus être pensée indépendamment des autres enjeux. Protection des écosystèmes, régulation des flux, accès aux ressources, sécurité alimentaire, responsabilité des États. Quelles sont les applications pour la marine? Pardon, excusez-moi. J'en vois 6. D'abord parce que la France dispose de ces 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, que sa marine est présente sur tous les océans, comme vous le rappeliez. Elle contribuera à la surveillance de la santé de l'océan, comme elle le fait avec succès dans la mission Bougainville, en opportunité, sans dévier de sa mission de défense. Comme elle le fait depuis des décennies pour la météorologie, les observations océanographiques réalisées depuis certaines unités de la marine permettront la détection des signaux faibles qui annoncent des bascules dans les écosystèmes et donc sur les ressources halieutiques. Mon deuxième point, la marine fera face à des tensions accrues avec des pêcheurs confrontés à la raréfaction ou à la migration des ressources. Le haut niveau de violence employé par des pêcheurs illicites dans les eaux guyanaises ou l'audace des pêcheurs vietnamiens pénétrant dans le lagon de Nouvelle-Calédonie se multiplieront. 3. La marine sera impliquée dans l'aide immédiate à la suite de catastrophes naturelles. Plus souvent, plus longtemps, face à des impacts croissants sur les populations. Ces événements extrêmes, d'une intensité dévastatrice, laisseront les zones côtières les plus fragiles dans un grand dénuement et pourront les plonger dans une crise économique et politique de longue durée, voire les transformer en État failli. 4e point, la marine intégrera dans son équation stratégique les capacités duales qui seront mises en œuvre pour surveiller la haute mer ou pour intervenir dans les grands fonds. 5e point, elle évoluera dans un environnement légal, à la fois fragilisé par les puissances révisionnistes et transformé par un besoin de régulation renforcée. L'entretien d'une compétence de droit maritime est essentiel. Et dernier point, la marine intégrera l'élévation du niveau de la mer et la transformation du trait de côte dans sa planification de long terme de ses infrastructures portuaires. Voilà, mesdames et messieurs, les députés, l'océan est désormais un acteur à part entière du destin géopolitique des nations. Sa santé conditionne notre sécurité alimentaire. Sa montée redessine nos cartes. Ses désordres climatiques imposent une adaptation de nos forces. Sa gouvernance reflète l'état du multilatéralisme mondial, aujourd'hui fragilisé. Dans ce contexte, gouverner l'océan, c'est plus seulement protéger l'environnement, c'est préserver, contribuer à la paix, à la stabilité, à la souveraineté et à la résilience de la nation. C'est une ambition collective et une responsabilité pour les générations futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Amiral, pour vos propos et cette approche qui est complémentaire aux autres auditions. Et c'est très intéressant et mes collègues ne vont pas manquer de vous questionner. Et je passe dès à présent la parole à Julien Limangy pour le groupe Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président. Amiral, vous avez commandé la Marine nationale. Vous connaissez donc mieux que quiconque la culture d'engagement et de résilience de nos marins. Lors du sommet de l'ONU sur les océans, bien des acteurs ont mis en avant les enjeux cruciaux que sont les océans ainsi que les fonds marins. C'est ce que vous avez également expliqué dans votre propos initial. Nous connaissons la complexité croissante des missions que doit aujourd'hui remplir notre marine nationale. Protection du domaine maritime, qui est le deuxième le plus vaste du monde, présence dans les zones de tension, surveillance des grands fonds, autant de responsabilités colossales assumées avec des moyens de plus en plus contraints. Car la marine a toujours fait beaucoup avec peu, présente sur tous les théâtres, Méditerranée, Océan Indien, Indo-Pacifique. Elle n'a jamais failli à sa mission, malgré une sous-dotation chronique. Mais aujourd'hui, la question du volume revient avec urgence, car tout ce que vous avez évoqué lors de votre propos initial accroît ce risque de conflictualité. Le rapport du sénateur Dominique de Legge sur l'exécution de la loi de programmation militaire 2024-2030 est alarmant. Retard de livraison, report de crédit, inflation mal anticipée, l'indicateur de réalisation des équipements achetés de 62%, avec des tensions particulièrement marquées sur les frégates, et cela alors même que la marine est un pilier de notre autonomie stratégique. Aussi, je vous pose la question, Amiral, dans les conditions actuelles d'exécution de la LPM et face aux ambitions navales croissantes de nos partenaires comme de nos compétiteurs et du risque de la conflictualité qui explose,
pouvons-nous encore tenir nos objectifs? Merci à vous. Merci, amiral, vous avez la parole. Alors d'abord, je ne suis plus aux affaires. Et donc, j'ai du mal à vous renseigner sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Je pense que l'ensemble de l'outil de défense a été réduit de manière parfois inquiétante depuis la fin des années 2000, en vérité, depuis la LPM 2009. Voilà. Et depuis 2015, ce mouvement de diminution s'inverse. Voilà. On aimerait toujours, surtout quand on est chef d'état-major, que ça aille plus vite, qu'on ait plus de moyens et qu'ils arrivent conformément aux souhaits qu'on a exprimés. Voilà. Il y a toujours une balance. Aujourd'hui, ce que je constate deux choses. Plutôt que, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement. Quand j'étais chef d'état-major, les députés que j'avais en face de moi me demandaient toujours, vous voulez pas plus de bateaux outre-mer pour surveiller plus les ZEE? Et je pense qu'en fait, il faut utiliser d'autres moyens. Je parlais des moyens duaux qui seront nécessaires pour la surveillance des aires marines protégées du grand large, basés sur l'intelligence artificielle, basés sur les satellites. Et je pense qu'on doit plus investir dans ces domaines-là. Et j'avais l'habitude de comparer la capacité d'un patrouilleur à la mer. Un patrouilleur à la mer, il surveille autour de lui l'équivalent d'un département français. Donc, si on voulait, rien qu'avec des bateaux, uniquement avec des bateaux surveiller la superficie de la France, il en faudrait une centaine. Allez, mettons même 50, même 30. Voilà. Si vous multipliez ça à l'échelle de la zone économique exclusive française, 22 fois la superficie, on arrive à 600 bateaux en permanence à la mer. Ça n'a pas de sens. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et donc, la manière d'assurer la surveillance de zones qui sont de plus en plus, qui aiguisent de plus en plus d'appétit, c'est d'abord d'utiliser d'autres moyens, comme les satellites, comme l'intelligence artificielle, pour diriger des moyens qui seront toujours trop comptés vers les cibles les plus importantes. Voilà. Par ailleurs, pour les frégates que vous avez évoquées, c'est vrai qu'elles sont en nombre insuffisant, mais c'est quelque chose qui a été souligné par mes successeurs, mes prédécesseurs. Néanmoins, les FREMM françaises sont des bateaux exceptionnels. Ce sont des bateaux qui n'ont pas d'équivalent dans le monde pour leur qualité. Voilà. Et le fait d'avoir doublé les équipages de ces bateaux permet de doubler les jours de mer et d'une certaine manière de compenser un peu le nombre qui est insuffisant. Voilà. Donc, en tant qu'ancien chef d'état-major, je suis comme vous, je dis, il faudrait toujours plus de bateaux, mais en même temps, la réalité budgétaire me dit on doit pouvoir faire autrement, avec des drones, avec des satellites, avec de l'IA. Et pour les moyens trop peu nombreux que nous avons, ils sont exceptionnels. Merci, amiral. La parole est à Yannick Chenevard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, amiral. Notre défense commence au large. Ce sont vos propos. Lorsque vous devenez chef d'état-major de la Marine en 2016, petit rappel, la Chine émerge comme une future puissance navale. L'hypothèse d'une confrontation navale en haute mer devient plausible. La place majeure des porte-avions est rappelée. Et vous fixez 3 priorités pour notre marine. Renouvellement, régénération et robustesse. C'est Horizon 2030. Vous percevez d'ailleurs déjà l'importance des drones. Et vous avez rappelé il y a quelques instants la place qu'ils peuvent utiliser. Donc, 2 questions. Quel regard portez-vous sur le renouvellement capacitaire? Vous êtes pour partie à l'origine de ces choix. On ne reviendra pas sur les 3 frégates supplémentaires, ça a été évoqué. Et deuxièmement, on assiste aujourd'hui à poldérisation en mer de Chine. On peut rappeler quand même que pendant la mission Clémenceau 2025, il y avait 40 bâtiments de combat chinois en mer de Chine à ce moment-là, en mer. Contestation des espaces maritimes, tension sur les détroits et les canaux. Et donc, quel regard portez-vous sur Montego Bay 43 ans après?
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions qui sont nécessaires? Vous avez un peu ébauché votre réponse dans vos propos liminaires, mais c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut imaginer une évolution du droit de la mer, du droit international, compte tenu du fait que parfois, certains s'assoient littéralement sur le droit, ça devient la loi du plus fort, et quelque part, je veux dire, on a nécessité de continuer à se muscler, là aussi, pour inciter au respect du droit international et du droit de la mer. Je vous remercie. Amiral. Je pense que votre question, elle pose parfaitement le constat et le débat. D'un côté, il y a une vraie fragilisation du droit de la mer arrêté à Montego Bay, avec des pays comme la Chine, qui ont des revendications en mer de Chine du Sud qui sont totalement orthogonales au principe de Montego Bay. Et c'est vraiment... Bon, je reviendrai. Pour moi, c'est un mystère, cette position de la Chine. La Chine, qui dépend du trafic maritime plus que tout autre pays dans le monde, fragilise les bases mêmes du droit maritime qui permet son alimentation en produits énergétiques et ses exportations. Voilà. Donc là, il y a un mystère. Remise en cause également en Méditerranée orientale, avec la posture turque qui n'a pas ratifié la convention de Montego Bay, et puis également fragilisation avec, par exemple, la récente décision du président américain d'autoriser le minage, l'exploitation minière des grands fonds dans les eaux internationales, dans ce qu'on appelle la zone, qui normalement est soumis à une autorisation de l'autorité internationale des fonds marins basée à Kingston en Jamaïque. Donc là, voilà 3 pays, la Chine, la Turquie, les États-Unis, qui, de manière différente, entament la robustesse du droit de la mer. Le deuxième mouvement que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'était que ce droit de la mer, il a été inventé à une époque où la question n'était pas de préserver l'océan, la question était de partager les ressources de l'océan de manière équitable. C'est Montego Bay, c'est l'invention des zones économiques exclusives à la demande des pays en développement qui disent aujourd'hui on n'a pas la technologie pour exploiter les grands fonds à proximité de nos côtes, mais un jour on l'aura et donc on veut avoir un contrôle de ce qui se passe. Voilà. Et donc Montego Bay 1982, tout l'état d'esprit des négociateurs, c'est comment partager les bénéfices de ces ressources marines, ressources vivantes, ressources énergétiques, ressources minérales. Voilà. Aujourd'hui, le paysage est complètement différent. Aujourd'hui, on a compris, on voit, on constate que l'océan est en train de se transformer, que des zones de pêche abondantes disparaissent, qu'il y a des questions de sécurité alimentaire, il y a des questions de richesse de la biodiversité, etc. Et que donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Nice, l'évolution du droit maritime, il est au premier chef, son moteur, c'est la protection de l'océan. La protection des grands fonds, la protection de la biodiversité. Et le traité sur la haute mer, dont le président a annoncé qu'il espérait qu'il serait ratifié avant la fin qu'il aurait rassemblé les 60 signatures avant la fin du NOC, il traduit parfaitement cette évolution du droit maritime depuis Montego Bay avec une inflexion vers la préservation d'un objet qui n'est pas infini et qui peut être modifié. Donc voilà, et tout ça repose évidemment sur le multilatéralisme. L'océan est connecté, on peut prendre des décisions nous tout seuls dans notre coin, ça aura peu d'impact, ça ne peut fonctionner que s'il y a un accord international. Donc oui, à la fois le droit maritime, il est contesté, il est fragilisé, et oui, on est en train de le modifier, de le renforcer pour faire face aux nouveaux défis qui sont devant nous, sur sa préservation. Voilà. Maintenant, sur la mer de Chine, c'est vraiment pour moi une posture mystérieuse. C'est pas une posture
le coût politique des revendications en mer de Chine du Sud me semble énorme, notamment vis-à-vis des autres pays riverains de la mer de Chine du Sud. Pour quel avantage? Pour quel avantage? Je pense que les ressources halieutiques ont été largement diminuées, que même sur les ressources halieutiques, il y aurait certainement moyen de trouver des accords avec les pays riverains. S'il s'agit d'assurer la sécurité maritime entre le détroit de Malacca et les ports de Chine, il n'y a pas besoin d'avoir une souveraineté sur des îlots. La marine chinoise est la marine la plus nombreuse du monde. Donc mettre en place ce que nous faisons dans la mer Rouge, des escortes, des bateaux qui patrouilleraient, c'est tout à fait à la portée de la marine chinoise. Et donc les raisons de ces revendications me semblent vraiment de nature politique et nationaliste, plus que économique ou raisonné. Voilà. Merci, Amiral. La parole est à Emmanuel Fernandez pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Amiral, merci pour votre exposé. À la France Insoumise, nous considérons que le peuple humain se définit par sa dépendance absolue à l'océan mondial. Nous avons donc un intérêt collectif à agir pour protéger ce bien commun qui est gravement menacé par les conséquences du changement climatique, le productivisme qui engendre des pollutions destructrices, l'appropriation privée, les tensions entre nations et les conflits d'usage que les espaces maritimes suscitent et subissent. Je souhaitais vous interroger sur la coopération militaro-scientifique qui s'organise dans notre pays via une institution duale, le service hydrographique et océanographique de la marine, ayant à la fois des missions civiles et des missions militaires, avec un soutien de la défense caractérisé par l'expertise que ce service apporte à la DGA et par ses capacités de soutien opérationnel des forces. Les scientifiques peuvent également bénéficier de l'expertise de l'industrie militaire nationale. Des représentants du ministère des Armées font par exemple partie du conseil d'administration de l'Ifremer. Alors, pourriez-vous nous détailler quelques domaines concrets de coopération entre la marine et l'institut que vous dirigez ? Ensuite, au moment où se tient à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan et alors qu'Emmanuel Macron a annoncé que les aires marines dites protégées dans lesquelles le chalutage de fond serait interdit passeraient d'ici à fin 2026 de 0,1% à 4%, l'ONG de défense de l'océan Bloom a découvert que ces 4% de nouvelles aires marines supposées être fortement protégées se trouvent dans des zones dans lesquelles le chalutage de fond est déjà interdit. Alors je souhaitais avoir votre retour sur cet effet de communication. Enfin, mon collègue Pierre-Yves Cadalin est à l'origine d'une proposition de résolution visant à la création d'un institut océan de l'Université des Nations Unies en France, résolution adoptée le 2 avril de cette année à l'Assemblée nationale. Il est primordial, et vous l'avez souligné, de renforcer la coopération internationale et la diplomatie scientifique concernant les océans. Alors pensez-vous que l'Institut que vous dirigez pourrait prendre part à la création d'un tel institut de l'Université des Nations Unies spécialisé sur les océans en France? Je vous remercie. Merci, Amiral. La parole est à vous. Université des Nations Unies, Sorbonne Université a apporté son soutien à l'Université de Bretagne occidentale dans ce dossier de création d'une Université des Nations Unies consacrée aux océans. Avec l'Université de Bretagne occidentale, il y a 3 jours à Nice, nous avons organisé le premier forum international des universités marines pour essayer d'avoir une plateforme d'échange parce qu'en fait, il n'y a pas de recherche océanique s'il n'y a pas une recherche internationale. Voilà, comme je le disais, les océans sont connectés et donc, outre l'habitude de la communauté scientifique d'échanges internationaux, on souhaite également en faire profiter les étudiants, favoriser les échanges, favoriser les cursus qui se déroulent dans plusieurs pays. Donc oui, c'est une excellente initiative, oui, nous la soutenons et oui, chaque fois que possible, nous favorisons la coopération internationale. Et je dirais même plus, je pense que pour les étudiants aujourd'hui, des étudiants dans les sciences de la mer, la compréhension des relations entre la science et la politique, entre la science et les négociations internationales, c'est quelque chose de fondamental. Et donc on l'a fait à Nice, on veut emmener des étudiants dans ces grands forums, les COP climat, les COP biodiversité, l'UNOC, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils touchent du doigt la relation entre la connaissance
la connaissance scientifique et la décision politique. Voilà. Sachant que la connaissance scientifique ne l'emporte pas toujours, il peut y avoir d'autres éléments à prendre en compte avant une décision politique, comme l'emploi, comme le tissu industriel, etc., etc. Mais toucher ça du doigt, sortir de son labo, avoir cette vision citoyenne de à quoi sert la science, c'est vraiment important. Voilà. Sur la coopération entre la marine et l'institut que je dirige à Sorbonne Université, on a un projet commun qui s'appelle la mission Bougainville. Donc c'est à côté du CHOM, c'est indépendant du CHOM. Aujourd'hui, il y a 4 bâtiments océanographiques hauturiers en France, dans la flotte océanographique française. 4. Voilà. Dans la marine, il y a 100 bateaux hauturiers. Et donc, un bâtiment de recherche scientifique, un jour de mer, c'est 40 000 €. Si vous voulez multiplier les observations de l'océan, il faut s'appuyer sur d'autres moyens que les moyens de la flotte océanographique française. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce partenariat avec la marine, donc, qui consiste à utiliser en opportunité des bateaux, des BSAOM, qui sont basés à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, pour faire des observations sur ce qu'on appelle le microbiome océanique, la base de la chaîne alimentaire. Voilà. Et donc, sur ces bateaux-là, on affecte chaque année 2 étudiants en année de césure sous un statut de volontaire officier aspirant. Et chaque fois que possible, ils font des observations biologiques. Jusqu'à présent, la marine, elle faisait des observations plutôt météorologiques. Et là, on vient compléter. Et je pense qu'on va avoir une base de données unique et des observations qui seront tout à fait uniques dans le monde et qui permettront, j'espère, de détecter des bascules d'écosystèmes. Votre troisième point, c'est le chalutage de fond. Il y a beaucoup de... Alors, je ne suis pas un spécialiste du chalutage de fond. Est-ce que le chalutage de fond a un impact sur l'environnement ? Oui, évidemment. Est-ce que le débat entre scientifiques, est-ce que les scientifiques peuvent apporter des éléments au débat sur la préservation de l'environnement océanique ? Évidemment. Est-ce que tout ça peut se faire éclairé par la science, avec une décision équilibrée de la part des autorités politiques? C'est ce que nous espérons tous. Mais voilà. Et donc, je constate que ces débats, que ces échanges, ils sont lancés, ils sont parfois difficiles, mais qu'il y a une tendance qui est assez claire et qui devrait aboutir à une meilleure préservation de nos océans. Merci, Amiral. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, mon amiral. Il y a une apparente concordance des temps. Alors que nous vous recevons ici, à Nice, un sommet de l'océan se tient également, où tous les responsables clameront leur attachement au climat, à la défense de nos océans, sans malheureusement qu'il n'y ait de véritables engagements. Nous ne sommes pas dans une COP, évidemment, mais il y a un sentiment de frustration parce que, au fur et à mesure que les températures augmentent, la biodiversité recule. Nous mesurons les effets de ces dérèglements à la lecture des rapports scientifiques, ils sont nombreux, ou des catastrophes naturelles aux 4 coins du monde, de notre pays également. Ma question est donc simple et s'adresse aux responsables d'un institut qui regroupe aujourd'hui près de 1500 chercheurs. Existe-t-il une littérature scientifique, des recherches qui expliquent la dissonance cognitive profonde de certains responsables politiques sur l'enjeu environnemental, sur la nécessité de protéger nos océans ? Vous avez parlé des États-Unis sur les recherches minières. Nous pourrions aussi nous référer au recul incompréhensible porté par la loi dite du plomb. La réintroduction des néonicotinoïdes rappelle inévitablement l'ouvrage fondateur de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui expliquait comment les pesticides, le DDT, détruisaient toute vie. Faut-il s'attendre que la course aux ressources n'induise que nos océans ne deviennent demain un véritable monde du silence, loin de la simple formule littéraire, mais un espace profondément saccagé? Au cours du dernier siècle, la masse totale des poissons prédateurs a diminué de 2/3. Les vagues de chaleur marine ont doublé depuis 1982 en raison de l'envolée de nos émissions de gaz à effet de serre, et l'océan est plus acide aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été depuis 20 millions d'années.
Près de 25 milliards de particules de microplastiques flottent à sa surface, conséquence des 5 à 13 millions de tonnes de déchets dérivés du pétrole qui échouent chaque année, sans parler des récifs coralliens. Nous avons vu ici que les marins, celles et ceux qui vivent sur la mer, sont attachés à la préservation des ressources. Pourriez-vous donc nous partager votre sentiment sur ces paradoxes, alors qu'il existe plus que jamais une nécessité de protéger nos océans, Merci. que les responsables politiques semblent de moins en moins le faire? Je vous remercie. Merci. Amiral. Est-ce qu'il y a des études en sciences sociales sur l'écart entre la perception scientifique enfin, entre la science et la perception du grand public et les décisions politiques? Certainement. Je pense qu'il y en a, et je pense qu'elles se sont fondées, par exemple, aujourd'hui sur le plastique. Quand on assiste aux conférences internationales du traité pour limiter la pollution plastique, il y a une parole assez forte qui est tenue par l'industrie du plastique pour mettre en doute, fragiliser les conclusions ou les recommandations faites par les scientifiques. En vérité, toutes ces questions-là sont des questions sur les plastiques, sur la biodiversité. C'est un combat. C'est toujours un combat. Les choses ne tombent pas du ciel, ficelées et complètement dans un consensus, dans une unanimité. Voilà. Alors maintenant, est-ce que des événements comme l'UNOC sont des événements de pure gesticulation? Je ne crois pas. Même s'ils n'aboutissent pas à un traité engageant, contraignant, je pense que cette étape de la mobilisation, de la sensibilisation, de la rencontre, elle est essentielle. D'ailleurs, j'ai noté qu'hier, il y avait un appel sur la pollution plastique de 75 pays différents pour arriver en août prochain à Genève à la conclusion d'un traité sur la pollution plastique définitive. J'ai noté que le nombre de signataires, de ratification du traité de la haute mer était passé d'une trentaine à plus de 50 pendant l'UNOC. Donc oui, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de traité contraignant, on n'est pas. Mais pour autant, le multilatéralisme passe par ce genre de rencontres, par ce genre d'événements qui permettent des rencontres, qui permettent d'afficher des ambitions. Et puis après, nous votons régulièrement pour donner notre appréciation sur le respect des engagements qui ont été pris par les autorités politiques. Donc, voilà. Donc, je pense que sur le fond, moi, je me réjouis de cette... j'en suis rentré hier soir et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement productif et prometteur et un motif d'optimisme. Merci, Amiral. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Amiral, très heureux de vous revoir dans cette commission après vous avoir vu dans d'autres fonctions. J'aurais deux questions à vous poser. La première, quelle est votre analyse sur le rôle de la ligne littorale dans la conflictualité navale future? On sait qu'en mer Noire, c'est particulier, mer fermée, convention de Montreux, mais les frappes de puits de sol, drones, missiles, etc., ont abouti à un certain nombre de succès des armées ukrainiennes. Est-ce que vous pensez que cela signifie un renforcement de la capacité de frappe depuis la terre dans les eaux brunes, voire jusque dans les eaux vertes et les eaux bleues? Et est-ce qu'il y a des conséquences qu'on doit en tirer, notamment pour nos outre-mer? Deuxième question, vous évoquez, je crois qu'on est très nombreux à le partager ici,
le désir d'un renouveau du multilatéralisme pour la protection de cette ressource commune. Après, je suis peut-être un peu moins optimiste que vous. Dans un monde du recours désinhibé à la force, où la force prime le droit, dans un monde où un certain nombre de grands acteurs n'ont pas signé Montego Bay, vous les avez évoqués, dans un monde où les États-Unis sortent volontairement de la COP 21, quelle place y a-t-il vraiment pour avancer sur des mécanismes suivis et contraignants, et pour que ça soit autre chose que des vœux pieux? Comment on fait, qui fait et de quelle manière? Merci, Amiral. Amiral, je vous en prie. Ok. Alors, le combat littoral. Martin Motte, qui est un historien parisien, explique qu'il y a 3 types de guerres sur mer. J'étais en classe prépa avec lui. D'accord. Bon. Il y a la guerre d'escadre. Donc, 2 grandes flottes s'affrontent en haute mer. Il y a la guerre de course. C'est surcouf. On s'attaque, on s'en prend au commerce de l'adversaire. Et la guerre de côte. La guerre de côte, on est près des côtes. Et soit on veut attaquer les côtes de l'adversaire, soit on veut protéger ses propres côtes. Voilà. Donc le combat littoral, il existe depuis toujours. Voilà. Et dans ce combat littoral, le défenseur a une longueur d'avance par rapport à l'attaquant. Voilà. À tel point que, par exemple, pour le débarquement du 6 juin, les conditions météorologiques sont telles que le général Eisenhower décide de reporter du 5 au 6 juin parce qu'il pense que sinon, il n'arrivera pas à amener suffisamment de force. Donc il y a beaucoup de... La position dominante est du côté du défenseur. Sur les événements... Alors, je n'ai pas des renseignements de première main sur ce qui s'est passé en mer Noire. Néanmoins, je suis un peu surpris par les dispositions telles que j'ai pu les voir dans la presse, sur la manière dont les Russes ont utilisé leurs moyens, qui me semblent assez peu imaginatifs et assez imprudents. Ils sont touchés par des missiles qui sont assez faciles à intercepter. C'est pas le nec plus ultra. Et donc il y a à la fois une vraie audace, une vraie astuce tactique de la part des Ukrainiens, et puis un positionnement tactique un peu surprenant de la part des Russes. Voilà. En revanche, si vous regardez ce qui se passe dans le sud de la mer Rouge, les interceptions avec des missiles balistiques, donc très rapides, les interceptions qui sont réalisées par les bâtiments européens et par les bâtiments français en particulier, montrent que dans ces conditions-là, les possibilités de défense face à des moyens à terre ne sont pas nulles et permettent de protéger le trafic maritime. Voilà. Donc je pense qu'on est dans cette dialectique du bouclier, de la cuirasse et de la lance, et que les exemples de la mer Noire ne sont peut-être pas reproductibles dans toutes les circonstances. Le meilleur exemple étant les attaques par les Houthis au sud de la mer Rouge. Voilà. Maintenant, alors, quels sont les outils du multilatéralisme ? Je vois que sur plusieurs sujets, celui de l'exploitation minière des grands fonds, celui de la pollution plastique, celui du traité de la haute mer, la France, elle s'inscrit dans une démarche pour agréger d'autres pays. Pas tous les pays, ça semble hors de portée, mais d'avoir un effet de masse, un effet d'entraînement suffisant pour peser au moins sur les opinions publiques. Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas. Mais avons-nous d'autres choix ? Avons-nous d'autres choix que de rester les bras ballants devant certains pays qui refusent les règles internationales, qui veulent imposer par la force, qui veulent imposer leurs avantages plutôt leurs intérêts par la force. Voilà. Donc
la solution, alors je ne suis pas diplomate non plus, mais la solution que je vois et qui me semble aujourd'hui avoir des échos, c'est celle des coalitions. Coalition pour des ambitions hautes contre la pollution plastique, pour le traité de la haute mer, etc. Merci, Amiral. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Amiral, je souhaite vous interroger sur les enjeux liés aux grands fonds marins, même si ça a déjà été évoqué auparavant. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec le sous-chef d'état-major opération de la marine sur la dimension militaire de leur surveillance et de leur protection. Au-delà des aspects strictement militaires, les fonds marins sont aujourd'hui un espace de compétition stratégique multidimensionnel, mêlant enjeux de sécurité, d'environnement, de recherche scientifique et de souveraineté économique. Avec ses 10,2 millions de kilomètres carrés de zones maritimes, la France est à la fois une puissance d'opportunité et une puissance d'exposition. Elle est câblée, connectée, mais aussi vulnérable. La stratégie ministérielle de 2022 a posé des jalons en soulignant le besoin de coopération entre l'État, les armées, les chercheurs et les industriels. Votre double expérience à la tête de la Marine nationale et aujourd'hui au sein de l'Alliance Sorbonne Université illustre parfaitement cette convergence nécessaire entre compétences scientifiques et préoccupations stratégiques. Dans ce contexte, je souhaitais recueillir votre analyse sur 2 points. D'abord, quelles perspectives concrètes de coopération entre les mondes militaires et scientifiques peut-on développer pour mieux cartographier, surveiller et protéger les fonds marins tout en préservant la biodiversité ? Ensuite, à l'heure où Donald Trump annonce vouloir accélérer l'exploitation des grands fonds sous-marins, comment la France et l'Europe doivent-elles se positionner face à ce choix stratégique et à ses implications géopolitiques et environnementales ? Je vous remercie. Merci, Amiral, je vous en prie. Perspective de collaboration entre militaires et scientifiques sur la maîtrise des grands fonds, je dirais chacun son métier. Chacun son métier. L'objectif de la marine, quand j'y étais ou quand on commençait à réfléchir sur les grands fonds, c'était la protection des infrastructures sous-marines qui était vitale pour notamment l'économie du pays et en particulier les câbles sous-marins. Voilà. Les scientifiques, eux, s'intéressent alors, ils peuvent s'intéresser aux câbles sous-marins parce qu'il y a la perspective d'utiliser les câbles sous-marins comme des senseurs de biodiversité, des senseurs acoustiques. Mais ils vont s'intéresser plutôt ou à la géologie des grands fonds ou à la biologie des grands fonds, qui nous a beaucoup appris, qui nous a par exemple fait découvrir dans les années 80 ce qu'était la chimiosynthèse, qui était totalement inconnue à la surface de la Terre. Ce qui est commun, en fait, c'est la technologie d'intervention dans les grands fonds. Et donc, dans le cadre de France 2030, il y a un programme qui lie l'ensemble de la communauté qui s'intéresse aux grands fonds pour développer des drones, des moyens de pénétration sous la mer, d'intervention sous la mer. Et c'est là qu'est la communalité, c'est plutôt sur des technologies duales qui vont servir d'un côté à surveiller les grands fonds et de l'autre à les explorer. Voilà. Je pense que si on rentrait dans la question de l'exploitation minière des grands fonds, rapidement se posera la question de qui contrôle ce qui se passe à 6000 mètres de fond. Y a-t-il une police des grands fonds? En supposant qu'il y a un code minier, qui va s'assurer que le code minier est respecté? Qui va relever les preuves? Normalement, c'est l'état du pavillon. Si c'est un bateau sous pavillon de Sierra Leone, c'est la Sierra Leone qui doit s'assurer que l'exploitation minière des grands fonds est faite conformément au droit international. Voilà. Mais on peut se dire que peut-être qu'une observation indépendante ne serait pas inutile. Voilà. Et donc, de la même manière que la marine fait de la police des pêches dans les zones économiques exclusives, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait des besoins d'investigation, d'intervention, de surveillance, mais à un coût faramineux. Les moyens d'intervention, même d'observation à 4000, 5000, 6000 mètres de fond, ça se compte sur les doigts d'une main, dans le monde entier. Donc s'il y avait plusieurs chantiers, tout ça serait totalement hors de portée.
Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question, qui était... Donc voilà, la coopération militaire, elle est autour de technologies duales sur les grands fonds. Et puis oui, que faire quand des décisions unilatérales sont prises? Je pense que nous avons au sein de l'Autorité internationale des fonds marins à Kingston, qui se réunit à la fin du mois, un forum dans lequel notre pays doit être capable de rassembler des protestations, des énergies, des déclarations du plus grand nombre de pays possible pour réclamer ou un moratoire ou empêcher ou protester contre une décision unilatérale. Merci beaucoup, Amiral. Je me retourne vers mes collègues pour voir s'il y a d'autres questions. Nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre propos très riche et qui nous soulève une nouvelle perspective très intéressante. Ça a été complémentaire aux autres auditions. Vous voulez peut-être ajouter un mot, Amiral? Non, merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions, vos curiosités. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Kenavo.